Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec les campagnes de Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu. Troisième partie, les batailles de Khalid en Syrie. Chapitre 1, avant Yarmouk. La situation militaire en Syrie avant l'arrivée de Khalid. Abu Bakr, radiallahu anhu, désirait certainement autant conquérir la Syrie que l'Irak, puisqu'il déclara « Je préfère la prise d'un village en Syrie à celle d'une ville en Irak ». Et ce désir d'Abu Bakr de conquérir la Syrie allait de pair avec celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les raids de Mu'ta en l'an 8 de l'Hégire, de Tabouk en l'an 9 de l'Hégire, l'expédition de Usama ibn Zaïd en Syrie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mort entre-temps, n'a pas pu connaître, enfin les événements qui se sont déroulés sous le califat d'Abu Bakr sont autant de preuves formelles des velléités territoriales du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa volonté de chasser l'occupant byzantin. Tandis que Khalid ibn al-Walid, en l'an 12 de l'Hégire, faisait main basse sur les citadelles et les bastions des Perses en Irak, allant de victoire en victoire et imposant à leurs armées des défaites successives, Khalid ibn Saïd ibn al-As, envoyé par Abu Bakr pour prendre le pouls des Byzantins en Syrie et recueillir des renseignements à leur sujet, s'aventurait en territoire ennemi. S'enfonçant sans précaution et tombé dans le piège que lui avait tendu Bahan, le chef de l'armée byzantine, qui feignit de se retirer, puis l'encercla par l'arrière et les flancs. Il les aurait anéantis, lui et ses soldats, dans le Hawran, si Ikrima ibn Abi Jahl n'était pas venu le secourir. Le plan d'Abu Bakr consistait à commencer par l'Irak, les Perses étant d'accès plus facile et moins vaillants que les Byzantins. Par la suite, lorsque ses armées se seraient établies en Irak, il déplacerait le théâtre d'opération en Syrie pour y combattre le plus formidable empire d'Orient à cette époque. À la fin de l'an 12 de l'Hégire, le calife était rassuré quant au front irakien. Son armée ayant occupé sous le commandement de Khalid la ville de Hira et connaissant une situation stable dans les plus grandes villes de cette contrée. Il décréta la mobilisation dans le Hijaz, le Yémen et le Nejd. La masse des combattants musulmans volontaires déferla sur Médine, alors capitale du califat, et le calife forma 5 divisions, dont les effectifs atteignaient approximativement 20 000 hommes, répartis comme suit. Première division, placée sous le commandement de Yazid ibn Abi Sufyan, elle comptait entre 3 et 4 000 combattants. Leur objectif était Damas. Deuxième division, sous le commandement de Shurahbil ibn Hassana, elle comprenait 3 à 4 000 combattants, dont l'objectif était Bousra, capitale du Hawran. Troisième division, commandée par Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, comptait entre 3 et 4 000 combattants également, son objectif était Émès. Quatrième division, commandée par Amr ibn al-As, elle regroupait entre 6 et 7 000 combattants, dont l'objectif était la Palestine. Cinquième division, aux ordres de Ikrima ibn Abi Jahl, elle restait en réserve à Médine, comptant environ 6 000 combattants. Les effectifs de cette division ne tardèrent pas à augmenter, le calife les renforçant sans arrêt de nouveaux volontaires et atteignirent 27 000 hommes, puis 46 000 à Yarmouk, quand Khalid les eut rejoints. Ce sont là les plus importants effectifs atteints par les forces musulmanes combattant en Syrie et en Palestine. Le calife donna au chef des 4 premières divisions des consignes dont voici quelques extraits. Extrait des consignes données à Yazid ibn Abi Sufyan. Si la victoire vous est donnée sur l'ennemi, ne tuez aucun nouveau-né, vieillard, femme ou enfant. N'abattez que les animaux dont vous avez besoin pour vous nourrir. Soyez fidèles à vos engagements et n'annulez pas vos accords. Vous rencontrerez des gens qui vivent en ermite. Laissez-les et ne détruisez pas leurs ermitages. Il précisa encore, si des messagers te sont envoyés par l'ennemi, traite-les correctement et écourte leur séjour afin qu'ils quittent ton camp sans en savoir trop. Interdis à quiconque de leur parler avant toi. Sois le seul habilité et ne divulgue pas tes secrets, car ce serait une erreur. Lorsque tu délibères, sois sincère et le conseil le sera avec toi. Et n'aie pas de secret pour tes conseillers, car c'est toi qui les as nommés. Renforce ta garde en hommes et en matériel, tes ennemis en seront d'autant plus surpris. Sois courageux au combat, ne te conduis pas comme un lâche de peur que tes hommes ne t'imitent. Extrait des consignes données à Amr ibn al-As. Sois un père pour ceux qui t'accompagnent et sois bienveillant durant la marche, car certains sont faibles. Et quand tu partiras avec ton armée, n'emprunte pas le chemin pris par Yazid, Rabi'a ou Shurahbil, mais prends celui d'Elia, Jérusalem, jusqu'à ce que tu arrives en Palestine. Envoie des éclaireurs qui t'apporteront des nouvelles de Abu Ubaïda. S'il est vainqueur, combat alors ceux qui sont en Palestine. Si Yazid établit un camp, envoie-lui une armée après l'autre. Sois prudent, ordonne à tes compagnons de monter la garde, et tiens-toi informé de ce qu'ils font.
Reste à la veillée avec tes compagnons, installe-toi avec eux et assieds-toi parmi eux. Crains Allah lorsque tu rencontres l'ennemi et sois concis quand tu harangues tes compagnons. Sois vertueux et tes hommes le seront pour toi. Sois attentif à tes troupes pendant la marche. Fais-toi précéder de précurseurs et suivre d'hommes en qui tu as confiance. Consigne donnée à Abu Ubaïda. Ô toi, Amin al-Umma, l'homme de confiance de la nation. Tu as entendu ce que j'ai dit à Amr ibn al-As? Ces divisions quittèrent Médine pour la Syrie, où elles devaient toutes se rejoindre à Mahan et de là emprunter chacune un itinéraire particulier. Les divisions islamiques, leur situation et leur mouvement. Ces divisions avaient pour mission essentielle de mener une guerre d'usure. Elles ne s'engageaient donc pas dans une bataille décisive, mais marchaient lentement et prudemment vers leurs objectifs finaux, en évitant de rencontrer isolément l'ennemi et en travaillant par appui réciproque. Quand deux divisions ou plus se regroupaient dans une même région, elles agissaient sous les ordres d'un seul chef pour les raisons suivantes. Il n'était pas possible de désigner un chef commun à toutes ces divisions, du fait des difficultés de liaison qu'elles rencontraient. En effet, elles manœuvraient, isolées, dans des zones éloignées les unes des autres, et aussi sur des axes et des directions qui leur étaient particuliers. C'est pour cela que le calife avait ordonné à ses généraux de s'appuyer mutuellement. Les effectifs organiques divisionnaires étaient très faibles par rapport à ceux de l'ennemi, qui était de plus doté des derniers équipements et matériels de combat, préparés à la guerre par les méthodes les plus modernes de l'époque. Enfin, l'ennemi combattait sur son terrain et à proximité de son infrastructure logistique et de ses postes de commandement. Les nécessités de la guerre impliquaient que les combattants musulmans de Syrie ne s'enfoncent pas à l'intérieur des terres avant que le groupement qui marchait vers la Palestine ne se fût solidement implanté. Il faut souligner que ces 4 divisions étaient chargées de missions dans une région dont la surface atteignait 120 000 km² et qui s'étendait d'est en ouest, du désert de Syrie à Gaza et nord au sud des portes de Damas à Mahan. La distance entre Gaza et le désert de Syrie est de 300 km et celle de Mahan aux portes de Damas 400 km. La distance qui séparait ces divisions de leur base logistique, Médine, atteignait 1100 km. Elles étaient donc privées de tout moyen de communication avec le généralisme, le calife, hormis les estafettes qui, montées à dos de chameaux, parcouraient en quelques semaines la distance entre Médine, capitale du califat, et les positions des armées islamiques. C'est pour cette raison que le calife, en définissant l'itinéraire de chaque division, laissait à son général toute liberté de manœuvre pour le reste. Quant aux détails des mouvements de chaque division, après leur entrée en Syrie, nous pouvons les résumer ainsi. Première division, Yazid ibn Abi Sufyan. Mission: investir la ville de Damas, soutenir les autres divisions dans leur mouvement et travailler en appui réciproque avec elles. Exécution: cette division se mit en marche de Tabouk vers Ma'an à la fin de la 12e année de l'Hégire, puis suivit l'itinéraire Ma'an-Balqa-Bousra. Elle rencontra des forces byzantines stationnées à Wadi Araba et dont les effectifs atteignaient 3000 hommes, commandés par Sergius, gouverneur de Gaza. Elle les vainquit et poursuivit sa progression en traversant le Hauran et la plaine de Damas jusqu'à ce qu'elle arrive aux portes de la ville. Elle prit position tout autour et empêcha ses garnisons de contacter le haut commandement byzantin à Antioche. Ensuite, elle établit sa liaison avec les autres divisions et resta ainsi jusqu'à ce qu'il apparût aux musulmans que les Byzantins se préparaient à la bataille finale à Yarmouk. Alors, elle se replia vers Yarmouk et son chef, Yazid, reçut pour cette bataille le commandement de l'aile droite de l'armée islamique. Seconde division, Shurahbil ibn Hassana. Mission: investir Bousra, la capitale du Hauran, soutenir les autres divisions dans leur mouvement et travailler en appui réciproque avec elles. Exécution: cette division se mit en marche directement après la première. Mohammed Faraj rappelle que Abu Bakr avait dit à Shurahbil: quand Yazid partira, attends 3 jours, puis mets-toi en marche. Quoi qu'il en soit, il est fort probable que cette division se mit en marche quelques jours seulement après la première, suivant l'itinéraire Ma'an, Karak, Ma'daba, Balqa. Elle formait l'aile droite de la 4e division, Amr ibn al-As, et l'aile gauche de la 3e, Abu Ubaïda. Elle ne rencontra aucune résistance notable sur son chemin et arriva à Bousra qu'elle encercla sans parvenir à l'investir. Plus tard, elle l'abandonna pour participer à la bataille de Yarmouk. 3e division, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Mission: investir la ville d'Émès, soutenir les autres divisions dans leur mouvement et travailler en appui réciproque avec elles. Exécution: les historiens pensent que cette division suivit le même itinéraire que la première, formant son aile gauche ainsi que l'aile droite de la 3e, Shurahbil. Elle rencontra en chemin à Mahab des forces ennemies qu'elle combattit et vainquit.
Elle poursuivit sa progression vers Jabiya qu'elle occupa sans résistance. Puis elle arriva à Émès, l'encercla et l'investit. Émès fut la première des grandes villes syriennes qui tomba aux mains des musulmans. Elle y resta jusqu'à ce qu'ils l'abandonnent pour combattre les Byzantins à Yarmouk. On rapporte que Abu Obeïda, lorsqu'il investit Émès, imposa la jizya à sa population et la traita fort correctement, s'efforçant de gagner son adhésion au pouvoir musulman. Lorsqu'il quitta ses habitants pour rejoindre les autres divisions à Yarmouk, il leur rendit la jizya qu'il avait prélevée, déclarant « Nous sommes distraits de nos obligations envers vous et ne pouvons vous défendre. Vous êtes donc rendus à vous-même. » La population répondit « Votre gouvernement et votre justice nous sont bien plus préférables à la tyrannie que nous avons connue précédemment. Repoussons donc les troupes d'Héraclius ensemble. » Les Byzantins pénétrèrent à Émès après le départ de musulmans et torturèrent sa population pour se venger de la sympathie qu'elle avait affichée à l'égard des musulmans. 4e division, Amr ibn al-As. Mission, investir la Palestine, la plus pénible et la plus difficile des missions, qui valut à cette division de voir ses effectifs doublés par rapport à ceux des autres. Exécution. Cette division suivit l'itinéraire du littoral, la côte de la mer Rouge, en passant par Aqaba, Wadi Araba, puis la mer Morte. Elle rencontra plusieurs fois les forces byzantines et en vint à bout à chaque fois. Ensuite, elle s'empara d'une partie du sud et de l'est de la Palestine. Elle se dirigea alors vers Jérusalem, mais les Byzantins y avaient préparé une forte armée sous le commandement de Théodore, le frère d'Héraclius, après que Sergius se fut rallié à lui suite à sa défaite contre Yazid à Wadi Araba, et ceci tandis que l'armée d'Antioche faisait mouvement du nord pour empêcher les 3 autres divisions de venir en aide à Amrou en Palestine. Amrou comprit à ce moment qu'il n'était pas en mesure d'affronter une telle armée avec une division aussi faible en matériel et en effectifs que la sienne. Il prit la direction de la vallée du Jourdain, évitant tout engagement avec les Byzantins, puis établit sa liaison avec ses camarades à Bousra. Les armées byzantines et islamiques, leur situation et leurs mouvements. L'empire byzantin était immense, redoutable et puissant. Son territoire s'étendait de l'est de l'Europe aux confins de l'Afrique du Nord et incluait les contrées situées à l'est de la Méditerranée, la Grèce, l'Anatolie, l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Il maintenait en Syrie, Palestine comprise, des armées puissantes connues pour leurs effectifs, leur matériel, leurs méthodes de combat et leur organisation. Les Byzantins avaient élevé en Syrie des bastions et citadelles et viabilisé les routes. La défense, à partir de leurs postes, s'en trouvait facilitée, ainsi que les liaisons entre les différentes unités. Chaque district dépendait d'une garnison militaire byzantine commandée par un Byzantin. Le pouvoir pouvait ainsi plus facilement conduire les affaires du pays et gérer les questions politiques, administratives et militaires. Les Byzantins possédaient en Syrie 2 armées. La première armée basée en Palestine et forte de 70 000 hommes, et la seconde armée basée à Antioche, dont les effectifs atteignaient 200 000 combattants. On trouvait dans chacune d'elles des Arméniens et des Byzantins émigrés d'Anatolie. Ces 2 armées étaient déployées dans 6 zones, citées par l'historien Amin Saïd dans son ouvrage Hurub al-Islam wal-Imbri'aturiya al-Rumiya. Antioche, capitale de la Syrie à l'époque byzantine, Qinisrin, située entre les garnisons de Hama et d'Alep, à 25 km au sud-ouest d'Alep, elle forme la frontière de la Syrie avec la Perse au nord-ouest. Émès, dont la zone d'influence militaire s'étend jusqu'à Tadmour, et le désert de Syrie, qui forme la frontière de la Syrie avec la Perse au nord-est. Amman, base de Balqa, possède un château fort comme Karak. Ajnadaïn, base militaire des Byzantins en Palestine sud, aux frontières des pays arabes à l'est et de l'Égypte à l'ouest. Césarée, en Palestine nord, à 13 km de Haïfa, en allant vers le sud, sur le littoral méditerranéen. Ses ruines existent toujours. Quant au quartier général de ces 2 armées, il était situé soit à Antioche, soit à Émès. Les effectifs de la première armée augmentèrent après l'entrée de Amr ibn al-As en Palestine pour atteindre 100 000 hommes, et l'ensemble des forces byzantines représenta un effectif de 200 000 combattants face à une armée islamique qui ne dépassait pas les 40 000 hommes. Avant d'aborder l'étude proprement dite du plan byzantin et des mouvements de leur armée dans le cadre de l'affrontement avec les musulmans, il est nécessaire que nous procédions à une comparaison rapide des forces en présence. 1. Les armées byzantines. Leurs effectifs étaient 7 fois supérieurs à ceux des armées islamiques. Elles étaient mieux équipées en cavalerie, en armement, en matériel de guerre et en moyens de communication. Elles combattaient sur leurs positions, c'est-à-dire dans des forteresses et des bastions, sur des routes praticables et les liaisons entre la plupart de leurs unités étaient assurées.
Elle faisait la guerre chez elles, sur un terrain qu'elles connaissaient bien, et à proximité de leur poste de ravitaillement. Elles étaient en outre en contact direct avec leur haut commandement. Le défaut du soldat byzantin était cependant sa lenteur, ses pesants équipements qui le rendaient plus apte à la défense qu'à l'attaque, lui faisant préférer la guerre à l'intérieur de ses frontières et à proximité de ses bases logistiques à celles qui se dérouleraient dans le désert. Ainsi, il n'avait jamais tenté de pénétrer la péninsule arabique. 2. L'armée islamique. Elle était peu nombreuse, légèrement équipée et faible en matériel de guerre. Les liaisons entre ces différentes divisions étaient difficiles. Elle ne disposait pas d'autres moyens de transport que les chevaux et les chameaux, et se trouvait loin de ses bases logistiques, de son haut commandement et du terrain qu'elle connaissait et sur lequel elle savait combattre. Mais sa rapidité, la légèreté de ses équipements, lui permettaient de se déplacer rapidement et facilitèrent l'expédition de renforts du Hijaz à la Syrie et du front irakien au front syrien. 3. Le plan des Byzantins, nous pouvons le résumer ainsi. Retrait des Byzantins devant les musulmans en leur laissant les territoires frontaliers entre la Syrie et le Hijaz. Regroupement des unités de la première armée en Palestine après leur renforcement sous le commandement de Sergius, gouverneur de Gaza, chargé d'affronter Amr ibn al-As. Regroupement des unités de la seconde armée à Antioche sous le commandement de Théodore, le frère d'Héraclius, qui avait laissé le commandement de la première armée à Sergius et était revenu à Antioche pour recevoir celui de la seconde armée. Mise en route de la seconde armée d'Antioche à Émès pour engager le combat séparément avec chacune des 3 divisions islamiques, de manière à entraîner chacune d'elles dans un combat fatal avant de passer à la suivante. Il serait de cette manière possible de venir à bout d'elle grâce à une stratégie de manœuvre par les lignes intérieures. Laisser Sergius combattre Amr ibn al-As en Palestine et l'anéantir. À ce moment-là, les Byzantins se replieraient rapidement devant les musulmans, leur laissant le contrôle de la zone frontalière du Hijaz, puis ils se regrouperaient à Antioche et en Palestine pour se préparer à frapper les musulmans. Mais les chefs musulmans devinèrent ce plan, se concertèrent immédiatement et s'entendirent pour mettre en œuvre un contre-plan qui ferait échec à celui des Byzantins et les conduirait à une cuisante défaite. 4. Le contre-plan musulman. Nous avons dit que le plan musulman consistait au début à mener une guerre d'usure contre les forces byzantines en Syrie et en Palestine, de manière à ce que chaque division atteigne son objectif final sans engager avec l'ennemi une bataille décisive. Au cas où elles y auraient été obligées, elles auraient fait appel à leurs voisines afin de combattre réunies. Les chefs musulmans devinèrent le plan byzantin. Ils s'écrivirent pour débattre du sujet et se rangèrent à l'avis de Amr ibn al-As, chef de la division de Palestine, qui disait dans une lettre qu'il avait écrite à Abu Baïda « Il me semble plus sage de nous regrouper, de cette manière on ne pourra nous vaincre numériquement, alors que chaque division, séparée des autres, ne sera pas en mesure d'affronter notre ennemi du fait de la faiblesse de ses effectifs. » Les chefs convinrent d'adopter la tactique suivante. Se retirer, le plus vite possible, des zones qui les occupaient à l'intérieur des terres, partant du principe que l'important à la guerre n'est pas d'occuper les grandes villes et les régions, mais de détruire l'ennemi et de briser sa résistance. Se replier jusqu'au faubourg de Boussra dans le Hawran en évitant tout engagement avec l'ennemi qui mènerait à une bataille inégale. Regrouper les 3 premières divisions à proximité de Boussra afin d'organiser la seconde phase des opérations. Le plan fut exécuté avec un brio sans pareil. Abu Ubaïda se retira d'Émès avec ses forces, comme nous l'avons indiqué, puis Yazid quitta Routa, levant le siège de Damas, et enfin Shurahbil se replia en levant celui de Boussra. Les 3 divisions se regroupèrent ensuite aux environs de Boussra, tandis que Amr ibn al-As se repliait progressivement le long de la rive occidentale du Jourdain pour rejoindre ses compagnons. Lorsque les 3 divisions s'arrêtèrent dans le secteur de Boussra, les chefs les mirent en position et se répartirent les missions de défense. Leurs armées étaient déployées à 45 km du Yarmouk face à lui. Ils commencèrent leurs préparatifs pour la grande bataille. Ensuite, ils écrivirent à Abu Bakr pour lui rendre compte de leur décision et lui demander son aval. Le calife approuva leur avis et écrivit à Khalid ibn al-Walid de venir d'Irak les aider. Khalid était à Hira lorsqu'il reçut l'ordre du calife de se diriger vers la Syrie pour secourir les divisions islamiques qui y étaient stationnées. Les historiens divergent quant au nombre d'hommes qui l'accompagnèrent dans ce périple. Certains parlent de 5, 8, voire 900 combattants, et d'autres vont jusqu'à prétendre qu'il partit avec 6 ou 9 000 hommes. La plupart pensent que 10 000 hommes l'accompagnèrent, arguant du fait que le calife lui avait ordonné de quitter Hira rapidement, avec la moitié de son armée, pour venir en aide à celle de Syrie et de laisser l'autre moitié aux ordres de Mutana ibn Haritha al-Shaybani, sachant par ailleurs que les effectifs de l'armée islamique en Irak étaient de 18 000 hommes, 10 000 l'ayant accompagné lorsqu'il partit conquérir l'Irak et 8 000 l'ayant rejoint avec Mutana. La marche de Khalid de l'Irak à la Syrie.
Les historiens dont Tabari et Ibn al-Athir avancent que le calife Abu Bakr avait ordonné à Khalid de prendre la moitié de l'armée, de laisser l'autre moitié à Muthanna ibn Haritha al-Shaybani et de ne prendre aucun homme courageux sans donner son égal à Muthanna. Tabari rapporte que Khalid divisa l'armée en deux parties, puis s'accapara les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donna à Muthanna un nombre d'hommes équivalent parmi ceux qui s'étaient convertis, mais ne comptait pas parmi les compagnons. Muthanna se plaignit qu'il n'exécutait pas les ordres du calife, et Khalid lui donna satisfaction. Cependant, il rapporte, Tabari, d'après Ibn Ishaq, que le calife ordonna à Khalid de partir renforcer ceux qui étaient en Syrie avec les plus forts de ses hommes, ce que fit Khalid, renvoyant les faibles et les femmes à Médine, et laissant les convertis comme les Rabi'a et autres en Irak, sous le commandement de Muthanna ibn Haritha al-Shaybani. Ibn al-Athir nous confirme que Khalid s'accapara les compagnons du prophète sallallahu radiallahu anhum, au désavantage de Muthanna et lui laissa un nombre équivalent de convertis, ne comptant pas parmi les compagnons. Puis il partagea les troupes en deux parties. Mais Muthanna se plaignit de ce partage et de l'abus de Khalid en ce qui concernait les compagnons. Aussi Khalid lui donna-t-il satisfaction. Il ajoute, cependant on dit qu'Abu Bakr lui ordonna, et ceci est à la décharge de Khalid, de prendre avec lui les plus forts et les plus courageux. Khalid a donc certainement choisi ceux qui l'accompagneraient parmi les plus forts et les plus courageux, c'est-à-dire parmi ceux qui étaient partis avec lui pour l'Irak et parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela ne signifie-t-il pas que les 10 000 hommes du Hijaz qui formaient les troupes de sa campagne d'Irak étaient avec lui? Est-il possible que Khalid, ce chef chevronné et brillant, soit parti avec une armée peu nombreuse à la rencontre des Byzantins, connaissant la puissance de leur armée, leur courage et leur nombre, ceci pour venir en aide à ses compagnons de Syrie qui se plaignaient de leur infériorité numérique? Khalid, investi de cette importante mission, s'est sans aucun doute dirigé vers la Syrie, non seulement avec le plus grand nombre d'hommes possible, mais aussi avec les plus forts et les plus courageux. Il est donc probable que Khalid rassembla une dizaine de milliers d'hommes, sans toutefois les dépasser, et partit pour la Syrie au début du mois de Safar de l'an 13, mars 634. Les différents itinéraires. Khalid devait franchir la distance entre Hira en Irak et Bousra en Syrie, soit environ 600 miles ou 965 km, le plus vite possible. Il avait le choix entre 4 itinéraires. Ain al-Tamr, Quraqir, Souwa, Arak, Tadmour, Kariyatayn, Ghouta, Bousra, ou Fallujah, Hit, Deir az-Zour, Tadmour, Emes, Nabak, Qutaïfa, Damas, Bousra, ou Ain al-Tamr, Quraqir, Hit, Kubaysa, Bir al-Lawha, Abi al-Samat, Damir, Adra, Ghouta, Bousra, ou Hira, Wadi Hawran, Jaouf, Zarqa, Yarmouk, Bousra. Caractéristiques de chacun des itinéraires. Itinéraire numéro 1. Libre de toute forteresse byzantino-perse et de tout cantonnement, il mène à Bousra en évitant l'ennemi, mais entraîne la traversée d'une longue zone désertique. Un voyage de 5 jours et nuits sans trouver aucun point d'eau. À partir de Souwa, on trouve des tribus alliées aux Byzantins tout au long de cet itinéraire. C'est le chemin le plus dangereux, malgré sa brièveté et l'absence d'ennemis. L'emprunter revient à se lancer dans une aventure qui peut se solder par la mort, si l'on ne parvient pas à vaincre les mirages du désert, la soif et les brûlures du soleil pendant 5 jours consécutifs. Itinéraire numéro 2. Facile à parcourir, jalonné par de nombreux points d'eau et oasis, il est plus long que les autres itinéraires d'une dizaine de kilomètres. Cependant, il est exposé à l'ennemi, à ses forteresses et cantonnements, du fait qu'il longe la frontière entre les empires perses et byzantins. De plus, c'est l'itinéraire officiel de la poste et des caravanes, on y trouve donc maintes garnisons ennemies. Itinéraire numéro 3, le plus court et le plus praticable, il est cependant protégé par de nombreux postes et forces ennemies qui le rendent difficile à parcourir sans s'exposer au feu de l'ennemi, outre le fait qu'il se termine par le bastion de Damas. Itinéraire numéro 4, le plus sûr, car l'ennemi en est absent, son parcours prend de longs jours, et de plus la traversée de contrées habitées priverait Khalid de tout effet de surprise et de toute liberté de manœuvre. Khalid choisit donc le premier itinéraire, bien qu'il fût difficile pour un certain nombre de raisons en tête desquelles on trouvera son désir d'arriver le plus vite possible en Syrie pour secourir l'armée islamique. Pour ce faire, il fallait qu'il suive un itinéraire libre de tout ennemi, court, lui permettant de rejoindre les positions des divisions islamiques sans que les Byzantins s'en aperçoivent. La question que Khalid posa à ses compagnons lors de leur arrivée à Quraqir nous le confirme. Comment faire pour arriver à l'insu des troupes byzantins? Car si je les rencontre, ils m'empêcheront de venir en aide aux musulmans. La marche. Khalid partit de Hira au début du mois de Safar. Il passa par Ain al-Tamr à l'ouest de Karbala
et continua jusqu'à Kourakir, où il fit halte et décida d'emprunter le premier itinéraire que nous avons qualifié de dangereux à cause de la traversée du désert entre Kourakir et Souwa. Il rassembla parmi ses compagnons les chefs et les sages afin d'en débattre avec eux. Ils s'opposèrent tous à lui en ces termes: Tu entraînes les musulmans dans une aventure périlleuse. Mais Khalid s'entêta, rassembla ses soldats et les harangua pour raviver leur ardeur et leur sentiment d'honneur. L'armée était confiante en son chef et lui obéissait aveuglément. Aussi ses soldats déclarèrent-ils: Tu es un homme touché par la grâce d'Allah. Il en sera fait ainsi que tu leur donneras. C'est ainsi que Khalid obtint gain de cause et choisit les périls. Il réclama un guide et Rafi' ibn Umayr at-Tayi se proposa. Il avait suivi le même chemin avec son père 30 ans plus tôt, alors qu'il était enfant. Il dit à Khalid: Mon Dieu, c'est un grand risque pour un cavalier que de suivre ce chemin, car pendant 5 nuits, il ne rencontre pas un point d'eau. Khalid répondit: Il n'y a pas de doute, aussi, donne tes ordres, Rafi'. Rafi' ordonna qu'on amène des chameaux bien gras. Il les assoiffa de jours entiers, puis les abreuva jusqu'à plus soif pour remplir d'eau leurs entrailles. Alors, il leur coupa les babines, les cousit afin qu'ils ne ruminent pas, et donna le signal du départ à Khalid. Khalid quitta Kourakir avec son armée et entreprit la traversée du désert en direction de Souwa. Il se reposait durant la journée et marchait la nuit, se guidant sur l'étoile du berger en la laissant sur leur droite pour marcher vers le nord-nord-ouest. Ils se contentaient de petites quantités d'eau, prélevaient des réserves portées à dos de chameaux. Ils abattaient les bêtes exténuées pour se nourrir de leur chair et abreuvaient les chevaux de l'eau mélangée au lait qui était stocké dans leurs bosses. Mais le désert eut raison d'eux, des chameaux-citernes et des réserves d'eau qui s'épuisèrent. Du coup, toute l'armée fut menacée de mourir de soif. À l'aube du 5e jour, les troupes atteignirent Souwa et le soleil commença à embraser les sables du désert. Les lèvres des soldats se desséchaient. Khalid craignit que son armée ne dépérisse sous les ardeurs du soleil et appela Rafi'. Ce dernier lui dit: Bien, vous avez compris ce que je voulais dire, mais maintenant vous cherchez de l'eau. Puis il indiqua aux hommes: Cherchez 2 protubérances qui ressemblent à des tétons. Lorsqu'ils les eurent trouvées, il poursuivit: Est-ce que vous voyez un roncier qui ressemble à un postérieur d'homme? Ils répondirent: Non, nous ne le voyons pas. Il reprit: Par Allah, alors vous êtes morts et moi aussi. Insistez, creusez à droite et à gauche. Ils trouvèrent l'arbre qui avait été coupé et dont il ne restait qu'une partie. Creusez à sa base, dit Rafi'. Ils obéirent et l'eau jaillit. Les hommes, les chevaux et les chameaux se désaltérèrent et Rafi' déclara: Par Allah, cette eau n'a pas coulé depuis 30 ans et encore ne fût-ce qu'une fois quand j'étais jeune avec mon père. Quand l'armée se fut reposée en quelque temps à Souwa, elle poursuivit sa progression vers Moussaïr Bahra. Elle combattit sa population, signa un traité de paix et continua vers Arak et Tadmour, à 230 km au sud de Damas. Sa population et les villages voisins lui livrèrent bataille. Tadmour était l'une des places fortes byzantines. Les musulmans gagnèrent la bataille et conclurent un pacte avec la population. C'est la première ville qu'occupa Khalid en Syrie. Il continua vers Qaryatain, dont la population et les garnisons résistèrent sans succès. Puis il se dirigea vers Houarain et prit ensuite vers le sud, en direction de la vallée de Damas. Il atteignit Qutaïfa et trouva les Banu Rassan qui s'apprêtaient à l'affronter sous le commandement de Harith ibn al-Ayyam pour stopper sa progression vers Bousra. C'était le 18 du mois de Safar de l'an 13 de l'Hégire, 24 avril 634. Ensuite, il arriva à Tuniyat al-Uqab, franchit la vallée du nord au sud jusqu'au canal de Bousra qui était encore aux mains des Byzantins. Abu Ubaïda, Shurahbil et Yazid y avaient pris position. Ils attaquèrent tous ensemble, soumirent sa population qui opta pour la jizya. Khalid avait franchi la distance qui séparait Hira de Bousra en 18 jours, réduisant de moitié la durée du trajet. Après son arrivée à Bousra, il réunit ses 3 chefs de division, pendant que Amr ibn al-As continuait à se replier des lisières de la rive occidentale du Jourdain en harcelant l'armée de Sergius qui le pourchassait. Il étudia avec eux et avec les compagnons et les sages la situation militaire du moment. Il étudia également celle de Amr ibn al-As et décida qu'il fallait absolument faire quelque chose pour lui. 2 solutions s'offraient à lui, pas 3. La première, soit regrouper les 3 divisions sous son commandement à Bousra et rallier Amr le plus rapidement possible pour l'intégrer à ses forces, puis attendre l'armée byzantine d'Antioche, la seconde armée, et l'affronter à cet endroit. La deuxième, soit voler au secours de Amr en Palestine, auquel cas il traverserait les montagnes du Hauran et récupérerait la division de Amr pour combattre sérieusement Sergius, la première armée byzantine, et en venir à bout. Si ce n'était le cas, il reviendrait affronter l'armée d'Antioche après avoir assuré ses arrières et consolidé sa position en Palestine et dans le Hauran. Sans hésiter, Khalid choisit la seconde solution, la plus périlleuse et la plus ardue, ce qui n'est pas surprenant car Khalid avait une affection particulière pour les défis et les dangers,
Et de plus, sa connaissance et son expérience de la guerre lui permettaient d'apprécier finement les paramètres de la bataille. Il réfléchissait, décidait et agissait à une vitesse fulgurante, mettant l'ennemi devant le fait accompli et lui ôtant toute réflexion, décision ou riposte rapide. La fatigue et les peines endurées par ses soldats ne dissuadèrent pas Khalid. Au contraire, il se prépara avec toute l'armée de Syrie, Abu Ubaïda, Shurahbil et Yazid, et se mit en route comme un fougueux étalon droit sur son objectif, l'armée de Sergius en Palestine. Auparavant, il ordonna à Ibn al-As de modifier son plan de marche pour que Sergius s'avance vers lui, croyant qu'il était seul sur le champ de bataille, alors qu'il suivait Amrou et surprendrait Sergius à l'engagement avec Amrou. La bataille d'Ajnadayn. C'est donc ce qui se passa. Amrou prit la direction d'Ajnadayn, s'y arrêta, en attente de l'armée de Sergius qui progressait, conforté par sa force et la faiblesse de son ennemi. Khalid arriva au bon moment, puisqu'il rattrapa à Ajnadayn la division de Amrou qui était alors à proximité de l'armée de Sergius. Il plaça Dahak à sa droite, Saïd ibn Khalid ibn al-Aras à sa gauche, Abu Darda à l'arrière et prit lui-même le commandement du centre. Dès que Amrou engagea le combat avec l'armée de Sergius, Khalid fondit sur cette dernière, engageant une terrible bataille qui se traduisit finalement par la défaite des Byzantins. Ils furent anéantis pour le plus grand nombre et le reste repoussé. Cela se passait 12 jours avant la fin du mois de Jumada el-Oula de l'an 13 de l'Hégire, 7 juillet 634. On parle aussi de 2 jours avant la fin du même mois. Khalid s'en retourna avec tous ses hommes à Yarmouk pour en venir au fait avec la seconde armée dans une bataille que l'on considéra comme historique pour l'avenir de l'Empire byzantin en Syrie. Divergence des historiens. Nous ne devons d'énumérer les points de divergence des historiens et d'en commenter certains en indiquant chaque fois la version la plus vraisemblable au regard des événements historiques dont nous avons parlé, mais aussi d'après la majorité des historiens. 1. Ceux-ci ne s'entendent pas quant à la date de départ de Khalid de Hira. Certains prétendent qu'il prit la route au début du mois de Safar de l'an 13, alors que d'autres soutiennent que c'est au mois de Rabi' al-Akhir de la même année qu'il est parti. Selon une autre opinion, il s'agirait plutôt de Rabi' al-Awwal. Le premier avis est adopté par la plupart des historiens. 2. Les effectifs de l'armée sont contestés. On parle de 10, 9, 6 000 hommes, voire 500 ou 900 hommes. La première version est la plus probable. 3. L'investiture de Khalid constitue un autre point de désaccord. Certains disent que Abu Bakr aurait investi Khalid du commandement par écrit, et d'autres pensent que ce sont les chefs eux-mêmes qui auraient désigné Khalid à son arrivée. La première opinion est celle qui est généralement admise par les historiens, lettre du calife à Khalid et à Abu Baïda, lettre de Khalid à Abu Baïda. 4. La prise de Bousra est sujette à discussion. Certains historiens écrivirent que Khalid prit lui-même la ville avant d'avoir établi sa jonction avec les divisions islamiques. D'autres soutiennent qu'il s'en empara après avoir reçu le commandement de ces divisions, ce qui est généralement tenu pour acquis par la plupart des historiens. 5. On discute aussi au sujet de la direction choisie par Khalid après Bousra. Il serait allé vers Ajnadayn qu'il aurait conquise avant de prendre Damas ou Akhidi, ou bien se serait dirigé directement vers Yarmouk après Ajnadayn. D'après Tabari, dans certains de ses récits et Baladouri, dans le premier cas, la bataille de Yarmouk aurait eu lieu en l'an 15 de l'Hégire, alors que dans le second cas, elle se serait déroulée en l'an 13 de l'Hégire. La deuxième version emporte l'adhésion de la plupart des historiens. 6. L'épisode des chameaux-citernes et le fait qu'on leur ait cousu les babines avant leur marche à travers le désert entre Korakir et Souwa est tantôt confirmé, tantôt infirmé. Le nombre de chameaux est également discuté. Pour certains, Khalid n'aurait pas suivi cette méthode et par ailleurs 20 chameaux à Haqqad n'auraient pas suffi à une armée de 10 000 hommes pendant 5 nuits. Il est fort probable que Khalid utilisa les chameaux-citernes, mais le nombre de chameaux mentionnés est douteux et peu réaliste. Ils étaient certainement beaucoup plus nombreux. 7. Les historiens divergent quant à la date de la bataille d'Ajnadayn. Elle aurait eu lieu 2 nuits avant la fin du mois de Jumada al-Hira, ou bien encore 12 nuits avant la fin de Jumada al-Oula de la même année. Les deux versions viennent de Baladouri. Les historiens optent en majorité pour la seconde version. 8. L'itinéraire suivi par Khalid entre l'Irak et la Syrie et la durée d'une telle marche représente le dernier sujet de divergence. D'après la plupart des récits, il aurait parcouru l'itinéraire du désert que nous avons décrit, Tabari et Ibn al-Athir, en 18 jours seulement. Conclusion. Qualité militaire de Khalid. Elles ressortent nettement de cette audacieuse et exceptionnelle aventure historique qui constitue l'un des épisodes qui ont immortalisé Khalid en tant que chef militaire. En effet, les mesures prises par Khalid à l'occasion de cette marche suscitent sans aucun doute l'étonnement et l'admiration. Citons à titre d'exemple l'utilisation pour la première et unique fois dans l'histoire militaire de chameaux-citernes qui transportèrent l'eau sur leur dos et dans leurs entrailles. Le recours au conseil d'un guide pour le déplacement dans le désert, en l'occurrence Rafi' ibn Umayra at-Tay,
le seul de son armée qui avait auparavant une fois dans sa vie emprunté ce chemin. L'utilisation au cours de la traversée du désert de la boussole naturelle, l'étoile du berger, Rafi alla laissa à sa droite et marcha vers le nord-nord-ouest jusqu'au point d'arrivée, Souwa. Le choix, pour la marche à l'ennemi, du plan appliqué par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dont les troupes campaient durant la journée et se déplaçaient la nuit, pour se protéger non seulement de l'ennemi, mais aussi du soleil implacable qui desséchait les gorges et les cœurs. Le souci de ne pas surcharger son armée en déplacement, pour qu'elle reste très mobile, au cas où elle serait surprise par un ennemi ayant toute liberté de manœuvre et d'initiative, sans aucun obstacle l'entravant. C'est bien là l'expression de la volonté d'un chef à la fois héroïque et hardi, sûr de lui et jouissant d'un grand crédit auprès de ses hommes, confiant dans son génie militaire et son intuition au combat, prompt à affronter le danger, pas seulement pour un amour inconsidéré du risque, mais après avoir pris toutes les précautions nécessaires et évalué toutes les éventualités possibles. Un homme, disons-nous, que sa perspicacité guide tout droit au résultat souhaité. Un homme capable de supporter pleinement les conséquences de ses actes. La manœuvre par les lignes intérieures. Les Byzantins ont tenté d'utiliser cette stratégie contre Abu Ubaïda, Shurahbil et Yazid avant l'arrivée de Khalid en Syrie. Mais ils n'y ont pas réussi, car ici, l'audace et la mobilité viennent en tête des conditions du succès, qualité qui faisait défaut aux Byzantins. Il eût aussi fallu également que l'ennemi, en défensive, laisse à son adversaire attaquant suffisamment de temps pour exécuter une telle manœuvre et qu'il ne se déplace pas comme Gengis Khan, c'est-à-dire rapidement. Ceci, les Arabes ne l'ont pas permis à leur adversaire byzantin. Le plan de ces derniers a avorté et Khalid ibn al-Walid a lui pu utiliser cette stratégie habilement et audacieusement pour frapper durement l'armée byzantine de Palestine à la bataille d'Ajnadayn, puis faisant demi-tour pour frapper cette fois et tout aussi durement l'armée d'Antioche à la bataille de Yarmouk, giflant ainsi le dragon byzantin à 2 reprises qui l'anéantirent et libérèrent la Syrie de son emprise. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.